Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour le point de l'actualité de ce mardi 13 septembre 2022. Voici les principaux titres de cette édition. William Ruto, le nouvel homme fort du Kenya, a prêté serment aujourd'hui pour devenir officiellement le 5e président de ce pays en proie à des difficultés économiques majeures. Au Togo, le prix du gaz ne cesse d'augmenter alors que les habitants de Lomé se tournent vers des énergies alternatives comme le charbon de bois, un combustible qui favorise la déforestation pour faire face à une énergie de plus en plus inaccessible. Une situation qui préoccupe la Ligue togolaise des consommateurs. 5 jours après le décès d'Elisabeth II, des centaines de Britanniques continuent de s'incliner devant le cercueil de la monarque, exposé pour la première fois en public à Édimbourg avant son départ pour Londres, où ses funérailles se dérouleront lundi prochain. Nous ouvrons ce journal par le Kenya où, après sa victoire aux élections présidentielles le 9 août dernier, William Ruto est officiellement le 5e président du pays. La cérémonie d'investiture qui s'est déroulée aujourd'hui a été marquée par la présence d'une vingtaine de chefs d'État. Mathieu Nicolas pour plus de détails. Chants et danses rythment ce moment qu'attendaient les partisans de William Ruto depuis la proclamation des résultats de l'élection du 9 août dernier. Au stade de Kasarani, à Nairobi, la capitale kenyane, ils sont des milliers à effectuer le déplacement pour ne rien rater de la cérémonie d'investiture qui consacre William Ruto, 5e président du Kenya. Officiellement ce mardi, il prend les rênes du pays après plusieurs semaines de controverses qui ont suivi l'élection. Dès l'annonce définitive de sa victoire la semaine dernière par la Cour suprême, le nouveau président avait appelé à l'unité, tendant une main fraternelle à ses opposants. Je tends une main fraternelle à tous mes concurrents et à tous leurs partisans. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Kenyans. Unissons-nous pour faire du Kenya un pays que tout le monde sera fier d'appeler sa maison. Le 5 septembre, près d'un mois après l'élection présidentielle du 9 août, la Cour suprême a validé à l'unanimité la victoire du vice-président sortant devant Raila Odinga, figure historique de la politique kenyane de 77 ans, qui avait dénoncé des fraudes. William Ruto, 55 ans, a devancé son adversaire, soutenu par le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, et son puissant parti d'environ 233 000 voix sur un total de 14 millions de votes. Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant une Bible, le nouveau chef de l'État a prêté serment aux alentours de 12h45, devant une foule en délire. Et aujourd'hui, je veux remercier Dieu parce qu'un garçon du village est devenu président du Kenya. Une vingtaine de chefs d'État ont marqué la cérémonie d'investiture de leur présence. Après son installation, le nouveau chef de l'État doit répondre à des attentes très élevées et à une économie en mauvaise posture. En témoigne le niveau d'inflation record et une dette qui atteint les 70 milliards d'euros, environ 67% du PIB du pays. Face à une économie mal en point, passé le temps de la liesse, le nouveau président du Kenya doit s'attaquer aux défis qui l'attendent et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont énormes, comme nous l'explique dans ce sujet signé Valentine Exantus. Le 5 septembre dernier, la Cour suprême kenyane a confirmé la victoire de William Ruto à l'élection présidentielle. L'ancien vice-président du pays devient le 13 septembre, à l'issue de son investiture, le 5e président du pays. Tout au long de sa campagne, William Ruto a promis de sortir des millions de Kenyans de la pauvreté. Ce sera l'un de ses premiers défis. La chose la plus importante est de réduire le coût de la vie afin que nous puissions obtenir de la nourriture à un prix abordable. Il devrait également viser à mettre fin à la corruption. Le futur président devra aussi faire face à la dette qui a été multipliée par 5 en presque 10 ans. Sans oublier le prix des denrées alimentaires et le taux de chômage qui augmente en particulier chez les jeunes. Mais au-delà de ces défis économiques, William Ruto rêve d'un Kenya fondé sur la justice. Il est très important, alors même que nous commençons notre voyage en tant que nation, que nous convenions que le Kenya sera un pays fondé sur l'état de droit. 100 jours,
C'est le délai que s'est fixé William Ruto pour honorer sa promesse de faire baisser le coût de la vie au Kenya. Une ambition grande alors que l'inflation dans le pays atteint presque 8,5%. Selon les experts, c'est son plus haut niveau depuis 5 ans. L'Organisation internationale des migrations a annoncé avoir secouru la semaine dernière 50 migrants ouest-africains, dont des femmes et des enfants bloqués dans le nord désertique du Niger, près de la frontière avec la Libye. On dénombre parmi eux 49 ressortissants du Nigeria et un Camerounais qui ont été acheminés par un vol humanitaire onusien à Agadez, la grande ville du nord du Niger, où l'OIM dispose d'un important centre d'accueil pour les migrants. Suite au décès de la reine Elisabeth II, le président de la Gambie, également membre du Commonwealth, a présenté ses condoléances à la famille royale. Adama Barrow s'est rendu en personne au domicile du haut-commissaire britannique près de Banjul pour signer le livre de condoléances. Valentine Exontus pour plus de précisions. Devant un portrait de la reine Elisabeth II, Adama Barrow, le président gambien, signe le livre de condoléances. En présence du haut fonctionnaire britannique, le chef de l'État gambien, dont le pays est membre du Commonwealth, a tenu à rendre un dernier hommage à la reine. Elle était présente depuis 70 ans. Je pense donc que c'est un choc pour le monde entier, en particulier pour le peuple britannique. Et c'est pourquoi j'ai dit que je devais venir et exprimer ma sympathie à l'ambassadeur et présenter mes condoléances à mon nom, au nom de ma famille et du pays tout entier. La Gambie, qui a réintégré le Commonwealth en 2019, entretient des liens bilatéraux avec la couronne britannique. Son président espère que le roi Charles, qui prend la succession de sa mère, marchera sur les traces de la reine. Charles III s'était rendu en Gambie lorsqu'il était encore prince de Galles. Je pense que la relation est forte et nous continuerons à l'améliorer. Et je me souviens qu'il était également venu ici pour visiter la Gambie. Nous avons déjà construit cette relation entre nous deux et il possède une grande expérience avec ses 73 ans. Alors que les funérailles de la reine Elisabeth II sont prévues pour le 19 septembre, les hommages à la reine pleuvent. Des dirigeants du monde entier, aux anonymes, en passant par les citoyens britanniques, chacun peut encore témoigner de sa compassion à la famille éplorée. Un livre de doléances en ligne a été ouvert sur le site de la famille royale. Atterri à Belfast ce mardi pour sa première visite en tant que monarque britannique en Irlande du Nord, en proie à un regain de tension communautaire depuis le Brexit. Le souverain doit rencontrer des responsables politiques des différentes communautés dans le cadre d'une tournée dans les 4 nations constitutives du Royaume-Uni, à savoir l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord, pour recevoir leurs condoléances après la mort de sa mère, Elisabeth II. En Écosse, 5 jours après son décès, le cercueil d'Elisabeth II, exposé pour la première fois en public à Édimbourg, continue d'attirer des foules. Ils sont de plus en plus nombreux à se rendre sur place pour rendre un dernier hommage à leur reine avant le départ de sa dépouille à Londres pour les funérailles lundi prochain. Mathieu Nicolas. Le soleil n'a pas encore pointé le bout de son nez et déjà, des centaines de personnes font la queue. Elles sont là pour dire au revoir à la reine Elisabeth II. Dans la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, depuis lundi soir, des dizaines de milliers de Britanniques se pressent pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II avant son transfert à Londres. Eh bien, je me sens vraiment très triste. Je vais dire, c'était une légende. C'était une femme charmante, toujours intelligente. Tout le monde l'admirait. Donc, je suis juste ici pour lui rendre hommage. Je suis venue ici ce matin, je suis allée au travail. Je suis venue ici, je pensais que ça prendrait 1 heure et je suis toujours là. Le cercueil est resté accessible toute la nuit à la population après une veillée funèbre organisée en présence du roi Charles III et de la famille royale.
Alors que je me tiens devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires essentielles auxquelles les membres des deux chambres se consacrent avec un tel engagement personnel pour le bien de tous. Selon la police, près de 30 000 bracelets, sésames nécessaires pour entrer dans la cathédrale, ont déjà été distribués. Et la file d'attente, ce mardi, s'étend sur de nombreux kilomètres. Cette affluence souligne l'affection que les Britanniques avaient pour leur défunte monarque. Le président Emmanuel Macron, accompagné de son ministre de l'Éducation nationale et de celui de l'enseignement professionnel, a rencontré des élèves d'un lycée professionnel des Sables d'Olonne en Vendée. Cette visite intervient alors que le chef de l'État français s'apprête à dévoiler sa réforme des lycées professionnels. Une réforme dont l'objectif est de réarrimer la formation professionnelle au monde du travail. Toujours en France, précisément en Gironde, 1800 hectares de forêt sont partis en fumée ce mardi dans l'incendie qui s'est déclaré au Somos. Hier après-midi, les flammes ont provoqué l'évacuation de 500 personnes. Pendant ce temps, les pompiers continuent de lutter contre l'incendie alors que 2 colonnes de pompiers supplémentaires sont attendues en renfort dans la journée. La levée du jour ont permis les premières investigations qui nous permettent de calculer la surface qui a été consommée dans la nuit. On est passé à 1800 hectares de forêt consumée. En termes de moyens, on aura dans l'après-midi, avec les colonnes qui viennent du sud-est, à peu près 700 sapeurs-pompiers qui seront en forêt, 200 véhicules et les moyens aériens engagés depuis hier après-midi qui reprendront leur noria et qui sont en cours. Et donc on est sur 3 Canadair, 2 Dash, un hélicoptère bombardier d'eau lourd et un hélicoptère léger. L'armée ukrainienne qui enchaîne des victoires malgré les bombardements russes, de nouveaux affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et le pape qui arrive au Kazakhstan pour une visite de 3 jours. C'est le reste de l'actualité, commenté par Valentine Exantus et monté par Marie Galceran. En Ukraine, l'armée a annoncé ce lundi de nouveaux succès militaires. En l'espace de 2 semaines, les soldats ukrainiens annoncent avoir reconquéri plus de 500 km² dans la région de Kherson. Kiev affirme avoir atteint la frontière russe et repris l'équivalent de 7 fois la superficie de la capitale ukrainienne. Malgré cet accomplissement, le secrétaire américain Anthony Blinken a rappelé qu'il était encore trop tôt pour anticiper le résultat de la contre-offensive de l'armée ukrainienne. À la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les 2 pays se sont livrés de nouveaux affrontements violents dans la nuit du lundi au mardi. Selon le ministère arménien de la Défense, plus de 50 soldats ont été tués lors de ce combat armé. Malgré le cessez-le-feu signé en novembre 2020, l'Arménie et l'Azerbaïdjan prouvent une fois de plus que la guerre n'est pas finie dans le Caucase. La communauté internationale appelle à l'arrêt des hostilités et tente de calmer les tensions entre les 2 voisins ennemis par tous les moyens. Au Kazakhstan, le pape François, physiquement affaibli, a atterri ce mardi à l'aéroport de Nur-Sultan pour une visite officielle de 3 jours. Dès son premier jour sur le territoire, le pape est allé à la rencontre du président kazakh, Kassym-Jomart Tokayev, dans son palais présidentiel. Cette visite diplomatique a pour but de promouvoir le dialogue sur le territoire kazakh malgré la guerre, un pays reconnu comme l'un des alliés de la Russie depuis la chute de l'URSS et qui perpétue cette alliance dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Le souverain pontife doit notamment participer à un sommet interreligieux en présence d'une centaine de délégations d'environ 50 pays. Pour faire face à une énergie de plus en plus inaccessible, des ménages togolais se tournent vers des énergies alternatives comme le charbon de bois, un combustible qui favorise la déforestation. Malgré cette menace sur l'environnement, le gouvernement cherche à supprimer les subventions sur les produits pétroliers, dont le gaz. Une situation dont se préoccupe la Ligue togolaise des consommateurs qui appelle le pouvoir à maintenir ces subventions pour éviter la déforestation. Claudia Corbonois-Mourinho. Malgré la légère baisse du prix du gaz au Togo, les plaintes ne faiblissent pas dans le pays. La bouteille de 10 € qui avait connu une augmentation de 6 € a été revue à la baisse il y a quelques semaines. Une baisse qui pour autant ne soulage pas les consommateurs.
C'est un coup dur. Le prix de la bouteille est passé de 6 500 à 11 300 francs CFA. Et ensuite, ils ont décrété une légère baisse des prix. Mais c'est difficile à supporter. Comme Kofi, de nombreux Togolais se plaignent aussi de la hausse du gaz domestique. Pour contourner cette flambée, les habitants de Lomé, la capitale, optent de plus en plus pour le charbon de bois, une matière polluante et qui favorise la déforestation. Nous espérons qu'ils ne vont pas nous créer des ennuis en interdisant la vente de charbon. Le charbon coûte un peu cher, le gaz butane encore plus cher ces jours-ci. La bouteille de 6 500 est maintenant à plus de 10 000 francs CFA. Quand bien même le contexte mondial est souvent évoqué pour justifier la hausse du prix du gaz au Togo, les défenseurs des consommateurs exigent le maintien des subventions pour des raisons écologiques et financières. C'est vrai que le prix en international a tendance à être en hausse, mais nous pensons que les contextes dans les autres pays ne sont pas les mêmes. Le pouvoir d'achat dans les autres pays n'est pas le même que le pouvoir d'achat au Togo. Les salaires n'ont pas le même niveau et que chercher à vouloir supprimer la subvention sur les produits pétroliers et notamment sur le gaz, c'est encourager la déforestation. La hausse de près de 73% des prix du gaz domestique au Togo bouleverse les habitudes dans le pays et risque de porter atteinte à l'environnement alors que le gouvernement tente de libéraliser le secteur gazier. Les organisations de la société civile demandent l'abandon de ce projet et attendent une accalmie du marché. Les peintures du célèbre artiste néerlandais Johannes Vermeer révèlent des secrets. Les découvertes dans la peinture âgée de quelques 350 ans apportent une nouvelle lumière sur les méthodes de l'insaisissable artiste avant la plus grande exposition jamais réalisée de son œuvre, prévue à partir de 2023. Je vous propose de suivre ce sujet pour en savoir plus. Vermeer, peintre néerlandais redécouvert au XIXe siècle, laisse souvent sans voix ceux qui découvrent sa collection de peintures. Au-delà de l'apparence, les scènes peintes datant du XVIIe siècle recèlent d'innombrables secrets. Sur ce tableau, par exemple, le portrait de la laitière qui était en train d'être restauré, se cache un porte-pichet et un panier. Cette découverte sous la célèbre vue d'intérieur, montrant une cuisinière en train de verser du lait dans une jatte pour préparer un gâteau, donne à cette œuvre une autre dimension. Ce que nous avons découvert avec la laitière, c'est qu'elle n'avait pas au départ un très beau mur blanc derrière elle. Non, il y avait une étagère suspendue avec des cruches. L'une de ces cruches est maintenant utilisée pour faire le dessert qu'elle prépare, le dessert au lait. Vermeer s'est dit que cela ferait une composition trop agitée et il a décidé de la repeindre. Selon les chercheurs, le peintre hollandais aurait réalisé un croquis initial, puis tout aurait été repeint. Le porte-pichet a été remplacé par le mur d'un blanc éclatant, tandis que le panier est devenu un chauffe-pied beaucoup plus petit. L'une des découvertes les plus importantes réside dans la trouvaille d'un support en bois pour cruche, esquissé sur le mur derrière la femme. Je pense que ce qui est si spécial avec les nouvelles techniques que nous pouvons voir, c'est que nous pouvons en apprendre beaucoup plus sur les méthodes de travail. Avec les nouvelles techniques, nous pouvons vraiment regarder à travers toutes les sous-souches et nous pouvons voir comment il a commencé à peindre en clair et en foncé, quelle a été la composition. Il y a une dizaine d'années, les experts avaient déjà vu à travers des radiographies qu'il y avait des choses sous les couches de peinture, mais sans savoir lesquelles. C'est grâce aux techniques de numérisation d'aujourd'hui que les restaurateurs ont permis d'en savoir un peu plus sur les techniques picturales de l'époque. Nous savons très peu de choses sur Vermeer, l'homme lui-même, et les tableaux sont donc les seules choses que nous possédons. Lorsqu'on se trouve devant elle, on est toujours frappé par le calme, la tranquillité, et on croit presque se trouver face à face avec la laitière, le tableau derrière moi. Une exposition inédite se tiendra en 2023 pour faire lumière sur la vie et la carrière du Néerlandais au Rijksmuseum. Les tableaux de Vermeer n'ont peut-être pas fini de révéler leurs secrets. On finit avec des images de la fusée Blue Origin sans équipage transportant des charges utiles de recherche qui s'écrasent peu après son décollage. Les images sur vos écrans montrent le moment
où une capsule de la fusée active ses moteurs d'urgence et s'éjecte du lanceur principal environ 1 minute après le décollage depuis la base de lancement dans l'ouest du Texas. Fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.